Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 16. Mardi, ils ont assisté à leur premier cours avec le nouveau professeur de potions, et Harry ne sait toujours pas quoi en penser. L'homme semble être un enseignant compétent et expérimenté, et plus ou moins équitable entre les maisons. Cependant, la façon qu'il a eue de le dévisager l'a mis mal à l'aise, et il n'était pas le seul. Hermione et Zabini ont aussi été les cibles de ses sourires rayonnants et de ses nombreux compliments. Il en a parlé à Hermione pendant le déjeuner et celle-ci lui a appris l'existence du fameux Slug Club, dont il ne sait pas non plus quoi penser. D'un côté, ça semble une excellente base pour se faire un réseau de connaissances. D'un autre, rien ne dit si les personnes avec le bon potentiel y seront incluses. Des stars de Quidditch ou des propriétaires de magasins, voilà des gens qu'il ne recherche pas à attirer dans son camp. Finalement, il a décidé d'attendre et d'observer. Au moins, Zabini serait un élément qu'il accueillerait favorablement. Mercredi, et le premier cours de défense contre les forces du mal avec Snape vient d'avoir lieu. Et là encore, le résultat est mitigé. Gryffondor a perdu 20 points sans aucune raison valable, mais la leçon s'est avérée absolument fascinante, au point qu'il a une crampe à la main d'avoir pris une abondance de notes. Il a toujours trouvé que Snape était passionné par les potions, mais ce n'est rien en comparaison de la manière dont il parle de la magie noire. À la fin du cours, le professeur lui demande de rester un instant. Il fait signe à ses amis d'aller devant et s'approche du bureau. Snape sécurise la pièce d'un mouvement de baguette avant de s'adresser à lui. « Mon filleul m'a informé qu'il n'était pas dans ses intentions de servir le Seigneur des Ténèbres. De ce fait, il a déjà prévu un plan pour échapper à l'influence de son père. » Eh bien, je suis ravi pour lui et pour vous aussi, mais en quoi cela nous concerne-t-il ? En aucun cas je ne peux imaginer qu'il veuille travailler activement contre eux. En effet, Snape a l'air ravi de ses capacités de déduction. Mais vous oubliez qu'il a une faiblesse. À l'heure actuelle, sa mère est à la merci de son époux et de sa sœur, ce qui est tout bonnement inacceptable pour un fils aimant. Je lui ai recommandé de vous approcher, du moins d'approcher le futur lord de la famille Black, de façon officielle. Vous pourriez l'accepter dans votre camp en échange de votre protection. Non ! Les yeux de Harry deviennent subitement durs. « Je vous demande pardon ?» fit Snape, décontenancé. « J'ai dit non, Snape !» répète l'élève froidement. « C'est exactement comme ça que Voldemort et Dumbledore agissent, par le chantage, réel ou émotionnel, les menaces et toutes sortes de pressions, sans oublier les mensonges et les subterfuges. Ce n'est pas comment je veux procéder. Ce n'est pas ainsi que nous avons fondé le nouvel ordre. Vous comprenez ? Nous ferons les choses correctement ou nous ne ferons rien. Je vais aider chaque personne qui le demande avec sincérité, sans aucune contrepartie. Si la personne souhaite prêter allégeance, elle sera la bienvenue. Dans le cas contraire, je ne la forcerai pas. Vous êtes un idiot de Gryffondor, murmure Snape après un long silence. Pourtant, le regard dans ses yeux le trahit, un mélange d'admiration et de crainte qu'il n'a vu qu'une seule fois auparavant. C'est la façon dont Bellatrix regarde Voldemort. Le pire dans tout ça, c'est qu'il réalise que c'est terriblement bandant. Alors qu'il tente de cacher son inconfort, Harry croise les bras et se met à ricaner. Bon, si vous voulez tellement une raison made in Serpentard, eh bien appelez ça un point faible préventif. Un élément non consentant devient toujours une responsabilité. Vous, mieux que personne, devriez le savoir.
Un serment magique, c'est bien beau, mais Dobby et Créature sont les exemples parfaits qui montrent que même les liens les plus forts peuvent être contournés. Avoir des traîtres dans mes rangs est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Bon sang, arrête de me regarder comme ça ou je vais te sauter dessus. Comme s'il avait entendu l'ordre tacite, Snape se recompose un visage impassible et hoche la tête. Je voulais vous parler d'autre chose. Les fonds que vous m'avez promis. J'en ai besoin dès que possible. Ah, eh bien... Harry se détend, décroisant ses bras. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai obtenu 7000 galions dans l'affaire de la Gazette du Sorcier. Mais j'ai une autre source d'argent que je n'avais pas envisagée avant et dont je me suis souvenu que récemment. Il sourit malicieusement. Est-ce que Dumbledore a jamais mentionné quel était le monstre des Serpentards? Le visage de Snape s'illumine, presque comme celui d'un enfant. Une expression que, d'après Harry, aucun être vivant ne lui a jamais vue. Il préfère ne pas commenter. Le basilic? Il est toujours là? Je dirais que oui. De toute façon, qui irait s'en débarrasser? Et s'il est susceptible d'être d'ores et déjà pourri, je me suis renseigné sur le prix de la poudre d'os de basilic, et en me basant dessus, on peut encore se faire une petite fortune sur le seul squelette. Sans oublier les dents. C'est exact. Snape a repris le contrôle, même si une légère gêne parvient encore à s'infiltrer à travers ses barrières. « Êtes-vous libre ce week-end » demande Harry, en cachant avec soin son amusement face au raidissement de son professeur. « Alors rejoignez-moi dans les toilettes de Mimi Géniarde ce vendredi, après le couvre-feu, et apportez un balai et le matériel adéquat pour récolter les échantillons. Et des contenants aussi. » Le reste de la semaine a filé sans incident notable. Enfin, si l'on n'en prend pas en compte les chimères qu'Hagrid leur a amenées le vendredi matin, pendant le cours de soins aux créatures magiques. Merlin, ils ont pu s'estimer chanceux d'avoir encore tous leurs membres intacts à l'heure du déjeuner. Il aime bien Hagrid, mais parfois il en fait trop. L'après-midi, il l'a passé à la bibliothèque à terminer ses devoirs pour la semaine prochaine. Ils ont choisi un coin éloigné pour se cacher et arranger Théodore note qu'Hermione a réussi à convaincre de venir étudier avec eux. C'est un mec bien, un peu nerveux et surtout qui n'arrive pas à croire qu'il l'ait accepté. Mais ça passera sûrement avec le temps. Hermione y veillera. Il soupire et ouvre le livre d'histoire que Neville insiste qu'il lise. À l'unanimité, il a été décidé que l'histoire, la politique, la justice et le ministère doivent être les premiers sujets qu'il doit maîtriser. Dans la mesure où c'est de cela dont il aura le plus besoin dans un futur proche, c'est intéressant, vraiment, mais il n'est simplement pas du genre à s'asseoir et à lire toute la journée, préférant la pratique à n'importe quoi d'autre. L'expédition qu'il a prévu de faire avec Snape la nuit prochaine sera une pause bienvenue. Lorsqu'il est finalement temps, Harry se glisse dans les couloirs, caché sous sa cape d'invisibilité, et atteint les toilettes avec une demi-heure d'avance, ce qui ne le gêne pas nullement. Il est mieux là que dans la salle commune. Heureusement, Mimi n'est pas présente ce soir. Alors il ôte sa cape et s'assoit sur l'un des bidets pour consulter à loisir sa carte. Snape est dans son bureau, comme la plupart des autres professeurs. Miss Teigne est déjà en train de patrouiller du côté des cachots en compagnie de Rezard. Les premiers préfets ne commenceront pas avant au moins 1 heure. Soudain, un mouvement dans une pièce de stockage, au 2e étage, attire son attention. 2 points tellement proches qu'ils se chevauchent quasiment. Il lit les noms. Théodore Note et Hermione Granger. Harry rougit et regarde immédiatement ailleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il aurait préféré ne pas savoir. Le point représentant Snape se déplace vers le 2e étage. Il replie la carte et la met dans sa poche. Rémus a promis d'en créer d'autres.
bien qu'il doute que la première soit prête avant Noël. Un objet avec autant de sortilèges compliqués prend simplement du temps. La porte s'ouvre et se referme d'elle-même avant que Snape annule le sort de désillusion et avance en regardant par curiosité. Harry quitte les toilettes où il était assis et fait un signe en direction des lavabos. Il y a un serpent gravé sur le robinet, là. Le lavabo s'ouvre à l'aide d'un mot de passe en fourche-langue sur un grand puits. La dernière fois, Ron et moi, on a poussé Lockhart pour vérifier que c'était sans danger de glisser le long des tuyaux sous l'école, et c'était évidemment le cas. On est remonté en tenant la queue de fume sec. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'apporter un balai. Il se concentre sur le serpent et siffle « Ouvre-toi ». Il voit le lavabo glisser sur le côté, révélant un trou sombre. « Bon, après vous, Monsieur Potter », fait Snape d'une voix doucereuse. « 1 minute. Je viens de réaliser. Ginny, vous savez, quand elle était possédée par le jeune Tom, elle est descendue plusieurs fois là-dedans. Comment elle est sortie de là sans un balai ? » « Vous pensez qu'il y a une autre entrée ? » ?»« Non, je ne crois pas. » Harry lance un lumos et regarde en bas du tuyau. À l'intérieur, juste en dessous du rebord, on voit autre chose de gravé. Comme les mots de passe de Serpentard sont relativement simples, n'est-ce pas ? Il siffle « Escalier » et découvre sous ses yeux le boyau se tordre et se transformer en un escalier en colimaçon. « Ha ha !» Il sourit d'un air victorieux en regardant Snape, qui se contente de rouler des yeux. Il sécurise la porte de la salle de bain et commence leur descente dans les égouts du château. Le trajet se termine plus vite que prévu, 4 ou 5 étages au plus. Lorsqu'ils arrivent finalement en bas, ils découvrent des débris qui bloquent le tunnel plus en avant. Le plafond s'est effondré lorsque le sort de Lockhart s'est retourné contre lui, et dans le mur, explique Harry. Ron s'est jeté sur le côté, et moi de l'autre. Il a commencé à creuser une ouverture pendant que j'allais dans la chambre. « Comme c'est héroïque de votre part, Potter !» La réplique sarcastique qui l'attendait. « Ouais, bah, pensez-y une seconde. Je n'avais que 12 ans à l'époque, » rétorque Harry, toujours souriant. « Est-ce que vous imaginez la taille de mon complexe aujourd'hui ?» Snape lève les yeux au plafond, mais Harry pourrait jurer avoir vu le coin de ses lèvres se crisper légèrement. Ils élargissent l'entrée de Ron et grimpent dessus. La mue de peau de serpent brille sous la lumière vive et verte de leur baguette. Aussitôt Snape s'en va étudier les restes. « Vous n'avez pas mentionné ça ?» Il la fait léviter du sol et la dépoussière totalement, après quoi il la roule et la met sous son bras. Pour être honnête, ça m'était sorti de la tête. Je suppose que ça vaut quelque chose. Snape se met à ricaner, le raillant ouvertement. « Potter, votre ignorance n'a aucune limite. »« Oui, eh bien, vous n'avez qu'à remercier Dumbledore pour ça. » Crache avec colère l'élève, avant de regarder ailleurs, clairement blessé par la remarque. Qu'est-ce qui lui prend ? Il a toujours été capable de passer facilement au-dessus des insultes de Snape dans le passé. Alors d'où ça vient ? Dressant ses boucliers d'occlumencie, il repousse son questionnement et se retourne pour faire face à l'autre homme. « Allons-y. » Il commence à descendre dans le tunnel sans un regard en arrière. Snape l'observe étrangement, mais ne dit rien, le suivant simplement. Ils atteignent le mur sur lequel 2 serpents sont entrelacés. Harry siffle « Ouvre-toi » se préparant à une odeur pestilentielle. Pourtant, lorsqu'il entre, seule une bouffée d'air frais les attend. Il jette un coup d'œil à Snape et constate que ce dernier est tout aussi surpris. Ils entrent dans la chambre et comprennent immédiatement pourquoi. Le basilic gît sur le sol, complètement intact, comme s'il avait été tué 1 heure avant. Il doit y avoir un sortilège de préservation dans cet endroit, ou quelque chose du genre, spécule Harry à voix haute. C'est d'autant mieux.
Comme il ne reçoit aucune réponse, il se tourne vers Snape, qui semble plongé dans la contemplation de ce qui l'entoure, avec un air de recueillement contenu sur le visage. Harry doit se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire face à cette vision. Après tout, ce doit être un moment monumental dans la vie d'un Serpentard. Il se racle la gorge bruyamment, pour lui rappeler sa présence, et fait un geste en direction du serpent, sans cacher son amusement. Je sais que ça doit être excitant, mais on a du boulot. Si vous voulez, vous pourrez amener un appareil photo la prochaine fois, vu que de toute façon, on ne pourra pas s'occuper de toute cette bestiole ce soir. Le regard que le plus vieux envoie au plus jeune doit être l'un de ses meilleurs, mais il ne parvient pas à diminuer l'amusement d'Harry. Snape reprend la situation en main. Il pose la peau sur le sol et commence à énoncer les tâches à effectuer. Ils vont devoir récupérer du sang, du venin, les écailles, les dents, la peau, les entrailles et les os. La viande est inutile et devra être jetée en toute sécurité, puisqu'elle est hautement empoisonnée si elle est consommée. La bête entière vaut approximativement 2 millions, peut-être 3, compte tenu que la dernière observation confirmée d'un basilic remonte à environ 200 ans, l'informe Snape en agrandissant une vieille malle disposant toutefois de plusieurs compartiments, dont il soulève le couvercle. Impressionné, Harry se met à siffler. « Wow ! Alors je me demande bien pourquoi Dumbledore n'a pas essayé de le récupérer il y a 3 ans. Serpentard ou non, de l'or c'est de l'or, et en général, les guerres ne vous apportent pas la fortune. » Snape se redresse en fronçant les sourcils. « Je dois admettre que c'est une bonne question. » Il y réfléchit pendant quelques instants avant de comprendre brusquement. « Il vous appartient, Potter. » Il voit la confusion sur le visage d'Harry, alors il poursuit. « La bête est à vous de par la loi, puisque c'est vous qui l'avez tuée. Il aurait été obligé de verser tout l'argent obtenu de sa vente sur votre voûte, en fidéicommis. Sinon, les gobelins l'auraient accusé de détournement de fonds. »« Ah !» fait Harry en cachant derrière ses boucliers la colère qui le submerge. « Donc, il a simplement décidé que laisser une source inestimable en ingrédients à potion pourrir serait un moindre mal que de voir un garçon de 12 ans avec 3 millions dans les mains ? » « Il semblerait en effet que ce soit le cas, » approuve sèchement le professeur, en prenant un morceau de chiffon qu'il agrandit et en lui faisant signe de s'approcher. « J'ai besoin de vous pour faire léviter le corps pendant que je l'écaille. » La procédure s'avère assez simple. Harry lève le corps à environ 3 mètres dans les airs, tandis que Snape le nettoie, puis passe le chiffon tout le long. Aussi doucement que possible, il lance un sortilège d'écaillement de poisson, laissant tomber les écailles vertes et brillantes comme une douche étincelante. Une fois terminé, Harry repose le corps au sol sur un second morceau de chiffon que Snape a étalé par terre. Alors que Snape transpose sa récolte dans des boîtes spécialement charmées pour compter, trier et empiler les écailles les unes sur les autres, il en profite pour réfléchir. Encore une fois, Dumbledore est allé trop loin dans son ingérence, et il doit bien y avoir une façon de se venger en quelque sorte. Il doit y en avoir une. 3 millions, c'est l'équivalent de la fortune Potter. Comment quelqu'un peut permettre que ça pourrisse ? Et c'est ce qui se serait passé si le sortilège de conservation n'avait pas, par chance, continué à fonctionner après 1000 ans. Soudain, une idée lumineuse accroche son esprit, ainsi qu'un horrible et jubilatoire sourire sur son visage. Snape en a terminé et jette un rapide coup d'œil dans sa direction, doublement surpris. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un va finir par souffrir ? Énonce-t-il, impassible. Il est trop habitué à ce genre d'expression pour ne pas relever. Ah, professeur. Harry est toujours en train de sourire comme un maniaque. Quel sera, selon vous, le degré de courroux de notre cher directeur lorsqu'il va comprendre que j'ai mis la main sur quelque chose qu'il s'est efforcé de me cacher, hein ? Pourquoi ne pas faire
une vente aux enchères et laisser les gobelins s'en charger. Snape le fixe un instant, les 2 sourcils levés. « Vous êtes démoniaque, Potter !» Il finit par sourire, n'obtenant en retour qu'un ricanement. « Oui, vous êtes vraiment démoniaque. » Tard le samedi soir, Severus se dirige vers la zone de transplanage dans la forêt interdite pour répondre à une convocation. Une fois qu'il a atteint la gorge, il cache son apparence sous un glamour et transplane au chemin de traverse et continue son chemin vers la rue presque vide menant à Gringotts. Les gobelins n'ont pas d'horaire lorsqu'il s'agit de business, et il se glisse à l'intérieur de la banque, se sentant soulagé malgré lui. Transporter 3 millions d'ingrédients à potions sur lui a tendance à le rendre un peu nerveux. Ce matin, Potter et lui ont assisté au petit déjeuner pour détourner les soupçons, après quoi ils sont retournés à la chambre pour terminer l'éviscération des restes. Et oui, il a apporté un appareil photo avec lui, et ça valait véritablement l'embarras que cela lui a causé. Après avoir brûlé les déchets, ils sont allés découvrir l'intérieur de la gueule de la statue, représentant un serpent, et ont trouvé 2 douzaines de mues de peau, toutes plus petites les unes que les autres, mais néanmoins précieuses. Maintenant, il attend devant le comptoir que le gobelin prenne connaissance de la lettre de Potter, lui donnant plein pouvoir pour mener l'affaire. Severus n'a jamais été dans une situation comme celle-là auparavant. Aucun de ses anciens maîtres ne lui a jamais fait confiance au point de lui confier quelque chose de cette valeur. Et voilà Potter qui débarque, qui lui met pas loin de 3 millions entre les mains, indifférent en apparence à ce qu'il va en faire, tant qu'il l'utilise pour faire le bien. Face à ça, la générosité prend une toute nouvelle définition. Il confirme son identité et ouvre un coffre spécialement conçu pour conserver ce genre d'ingrédients. Il prend un chariot pour effectuer son dépôt et il reconnaît volontiers que c'est une expérience intéressante. Qui aurait cru que les yeux d'un gobelin puissent s'écarquiller autant? De retour à la surface, il demande à parler au responsable des comptes de Potter. Il est conduit dans son bureau où il attend. Aussi incroyable que cela paraisse, le gobelin en question n'arrive que près de 10 minutes plus tard. Sachant qu'un vieux gobelin ne ferait jamais une chose pareille, il en déduit que Silvertooth a déjà reçu l'inventaire du nouveau coffre. L'affaire est rapidement conclue, moyennant des frais à hauteur de 3%. Les gobelins s'engagent à vendre les 2/3 des morceaux du basilic, quels qu'ils soient, au meilleur prix et à déposer les gains sur l'autre voûte qu'il a ouverte aujourd'hui. De retour à Poudlard, avec 2 clés en or dans sa poche, il rencontre dans le grand hall le directeur, qui lui demande s'il a réussi à obtenir quelque chose de nouveau. « Non, Albus, rien d'important », grommelle-t-il d'un air contré, acceptant le sourire de pitié de Dumbledore. « La Gazette du sorcier de lundi prochain n'arrivera jamais assez tôt. » Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. N'hésitez pas à consulter la suite. À très bientôt dans le prochain chapitre.